Des maçons sur un chantier. Une scène ordinaire. À y regarder de près, on peut voir de gros bidons en tas. Nous sommes à Kporontiara, un quartier de la localité de Bouna, à l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire. Ici, le manque d'eau se pose avec acuité. Le propriétaire du chantier, ce jeune entrepreneur, dit en souffrir. Dans le quartier Kporontiara, on souffre plus pour loin de l'eau. Par jour, vous dépassez 15 minutes dans l'eau pour un chantier comme ça. Mais ensemble, au barrage, on paie l'eau. On voit le moteur taxi sans puiser l'eau qu'on est au barrage pour qu'on puisse faire nos chantiers avec. L'eau, une nécessité. Ces femmes, depuis la veille, montent la garde autour de l'unique pompe du quartier. Affaire de l'eau là, on ne peut pas parler. Ici à Kporontiara seulement, il n'y a pas l'eau. À 4 h, il y a d'eau. Si tu viens à 4 h là, c'est jusqu'à 17 h, 19 h, tu as puisé ton eau. Il y a d'autres qui viennent à 20 h pour dormir ici, à cause de l'eau. On se frappe, on s'insulte, on fait par là même. Tu vas à la maison, si tu viens, le soleil te tape. Peu de points d'eau. Certaines à pied rallient d'autres quartiers où quelques puits permettent d'avoir quelques litres du précieux sésame. Le chef du quartier Kporontiara est amer. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. La question du manque d'eau est une réalité partagée à Bouna. Gérant d'hôtels, de restaurants, tous concernés. À la SODECI, le responsable dit avoir trouvé un début de solution. Un délestage sélectif. Nous avons d'abord 5 forages. Les débuts ont chuté. Et ça nous cause d'énormes problèmes pour pouvoir servir tous les quartiers. Bon, en attendant 2 ou 3 forages, pour l'heure, nous avons trouvé la solution de faire la sécurisation, poser les vannes pour pouvoir faire le délestage. Nous le suivons donc dans une concession. Dans ce quartier, l'eau sera disponible durant une période. Puis, ce sera à un autre secteur d'en bénéficier. Aujourd'hui, et ces jours, c'est notre tour. C'est à cause de ça qu'on a eu de l'eau. Sinon, vraiment, c'est nous ici, on souffre. Tout ce que vous voyez d'habitude, c'est ici dans la pluie qu'on se débrouille. De l'eau par dose homéopathique, pas sûr que cela contente les populations. Pour le premier responsable de la région, le calvaire des populations devrait bientôt prendre fin. La ville de Bouna est dépassée par les capacités de la SODECI à desservir toute la ville. Donc l'État de Côte d'Ivoire a trouvé un projet pour tirer l'eau de la Volta Noire. C'est à une trentaine de kilomètres d'ici à la frontière avec le Ghana. Donc cette eau-là sera amenée et traitée sur Bouna pour permettre de pallier à ce manque-là. Et ça ne saurait tarder. En attendant, la veille pour l'eau continue. Plus pour longtemps. C'est en tout cas l'espoir nourri ici. Dans cette maison de 2 pièces dans le quartier Agbekwa dans la commune d'Abobo, vivent Salimata, sa mère et ses frères. Salimata, 6 mois, n'a jamais ressenti la chaleur de son père biologique parce que, avant sa naissance, son père était déjà parti après 20 ans de mariage, comme le souligne Massikadji Koulibaly, la mère de Salimata. Le papa m'a abandonné, mais laissé à la grossesse, et puis il est parti de la maison. C'est moi qui me débrouille pour payer la maison, pour nourrir mes enfants, leur scolarité. Si les gens peuvent m'aider, me donner quelque chose pour que je puisse faire quelque chose pour nourrir mes enfants, pour avoir payé la maison où je dors. Seul Massikadji lutte pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle espère cependant le retour de son mari. Voilà, les enfants sont tes enfants et je suis ta femme. Si tu pouvais revenir voir tes enfants prendre comme nous, on va se prendre comme avant. Vraiment, ça pourrait me faire plaisir. Le cas de Massikadji n'est pas isolé dans le quartier Agbekwa. À Sata Doumbia, la quarantaine révolue a constaté avec amertume un soir de retour du marché que son époux avait emporté toutes ses affaires personnelles, la laissant avec 3 enfants et sans aucune aide financière. Mon mari a quitté la maison. Ils ont coupé le courant. J'étais dans le noir. Après, on m'a fait quitter la maison. Je suis partie à l'encours familial. Je lave la vie des gens. Souvent, si je gagne un peu, je braise les bananes. C'est ce que je faisais. Autour de ces femmes s'organise toute une solidarité dans le quartier. Malgré leur situation modeste, de bonne volonté les soutiennent à plusieurs niveaux. Un mari qui abandonne sa famille comme ça, c'est déplorable. Tu peux t'abandonner la femme et les enfants.
La raison pour laquelle je me suis engagée à aider ces femmes-là. Elle a constaté que vraiment je viens en aide aux femmes en détresse. Donc c'est pourquoi elle m'a approché. Quand elle m'a posé le problème, bon, voilà, tout de suite, je me suis occupée. Ces efforts ne font pas oublier aux femmes une préoccupation majeure, le devenir de leurs enfants. Elles sont constamment dans la crainte de voir leurs enfants s'adonner à la prostitution et à la délinquance faute de moyens. Ces femmes abandonnées restent persuadées que les papas, une fois de retour, seront d'un appui important dans l'éducation de leurs enfants. Elles gardent donc espoir de les voir revenir à la maison un jour. Selon les données de l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, une femme met au monde en moyenne 6 enfants en Côte d'Ivoire. En milieu rural, ce chiffre passe à 7. À l'origine de ce taux élevé, le manque d'accès à l'information, à la formation et aux techniques en matière de santé de la reproduction. Pour réduire ces tendances et surtout permettre aux femmes en milieu rural de participer à la prise des décisions familiales, l'AIBF a initié un projet. Aujourd'hui, on se rend compte que dans les villages, dans les communautés rurales, les gens n'ont pas l'information. Donc, il faut se déplacer vers ces gens-là pour leur donner l'information. Vous voyez, ici, quand nous allons partir d'ici, même si toute la population ici ne nous suit pas, mais une grande partie va commencer à réfléchir. À Bouaké, 10 villages vont bénéficier de ce projet qui vise à initier des actions de proximité sur la promotion du leadership féminin en matière de santé de la reproduction en milieu rural et au plan national. Le village d'Atienkro, dans la commune de Bouaké, a constitué le point de départ de cette sensibilisation. Maintenant, la vie n'est plus comme avant. Il faut faire moins d'enfants, il faut espacer les naissances pour que la femme soit toujours belle. Je vais sensibiliser mes frères et sœurs pour la prise des contraceptifs, pour que nous n'ayons plus de grossesse en milieu scolaire. Des volontaires de l'AIBF vont sillonner ces villages en vue de donner les rudiments nécessaires aux populations pour intégrer dans leur quotidien la santé de la reproduction. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a engagé les autorités administratives, coutumières et religieuses dans la réussite de ce projet. Le 12 décembre 2015, les 195 pays membres de la Convention de l'ONU réunis à Paris pour la COP21 ont décroché le premier accord universel contraignant limitant le réchauffement de la planète bien en deçà de 2 degrés et si possible à 1,5 degré. L'accord est le fruit de 2 décennies de négociations acharnées pour répartir et financer les efforts entre pays riches et pays en développement, pays pollueurs et pays vulnérables. Les pays en développement recevront finalement une aide minimale de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Les questions environnementales ont pris une place croissante dans l'agenda international au premier sommet du développement durable en 1972 à Stockholm. Mais c'est le sommet de la Terre de Rio de 1992 qui constitue l'acte fondateur de la diplomatie verte. C'est là que la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est adoptée. Chaque année depuis 1995, une conférence des parties de la Convention, COP en anglais, et qui regroupe tous les États signataires, se réunit désormais pour lutter contre le changement climatique. Cette convention cadre a servi de base politique au fameux protocole de Kyoto en 1997 lors de la COP 3. Ce traité impose à 37 pays industrialisés de réduire d'ici à 2012 leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% par rapport à 1990. Mais aucune contrainte ne pèse à l'époque sur les grands pays émergents, la Chine, l'Inde, importants pollueurs. En 2009, la COP 15 de Copenhague frôle l'échec. L'accord non contraignant tente de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, mais sans décliner le mode d'emploi pour y parvenir. Le Durban Package, adopté à l'issue de la COP 17 en 2011, manque également de tourner au fiasco. Les participants s'y entendent finalement pour boucler un accord 4 ans plus tard, en 2015, englobant tous les grands pays industriels, Inde et Chine comprises.